Le récap info pour savoir et comprendre cette semaine avec deux invités. Catherine Giraud de la Ligue de protection des oiseaux Auvergne-Rhône-Alpes et Jacques Pulou, le vice-président de la FRAPNA en Isère. Bonjour. 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 Merci d'avoir accepté notre invitation. Le vivant est en danger, la biodiversité est menacée. Les rapports d'experts sont catégoriques, des millions d'espèces animales ou végétales vont disparaître si nous ne réagissons pas. Les léopards et les éléphants ne sont que l'arbre qui cache la forêt et ils ne doivent pas faire oublier les insectes, les oiseaux et même les micro-organismes dont les populations s'amenuisent, compromettant au passage la pollinisation ou la filtration de l'air par exemple, et avec elle donc la production alimentaire ou l'accès à l'eau. La sonnette d'alarme est tirée. Quand la nature est en danger, la survie de l'homme est aussi en question. On en parle donc cette semaine avec Catherine Giraud et Jacques Pulou. C'est votre première participation au Récap Info. On va faire rapidement connaissance. Catherine Giraud, votre parcours de militante, il a commencé quand et à quelle occasion ? En 1989, donc juste il y a 30 ans cet été, à l'occasion donc d'une action de protection des oiseaux en milieu agricole. Voilà, j'ai été adhérente à la FRAPNA et j'avais lu un témoignage d'une personne qui avait participé à la surveillance d'aires de rapaces et ça m'avait paru assez extraordinaire. Donc voilà, j'ai tout de suite adhéré à ce genre d'activité et au plaisir en fait d'être utile par rapport à la nature. Alors la LPO a été créée dans les années 70, comme beaucoup de mouvements naturalistes, en 73 pour ce qui est de l'Isère. Il y a aujourd'hui beaucoup de bénévoles d'ailleurs en Isère sur le terrain qui sont des observateurs, qui comptent les espèces. Oui, tout à fait. Alors juste une petite remarque, la LPO en fait est née en 1912 au niveau national, donc pour la protection des macareux qui étaient victimes donc de la chasse en Bretagne. Actuellement, c'est vrai qu'en Isère, nous avons donc plus de 1500 adhérents et 3000 contributeurs à une base de données qui récapitule donc toutes les infos qui nous sont transmises par les adhérents ou par de simples citoyens et également par nos salariés, qui sont donc le résultat des observations, des études, et qui permettent d'avoir une vision donc, de la biodiversité dans notre département. Voilà, de la biodiversité en général, parce que ce n'est pas parce qu'on s'appelle LPO qu'on s'intéresse qu'aux oiseaux. Pas du tout. C'est vrai que la LPO, c'est à l'origine créée donc pour la protection des oiseaux. Elle agit désormais pour la protection de toute la faune sauvage vertébrée, donc terrestre, c'est-à-dire bien sûr les oiseaux, mais également les mammifères, reptiles, amphibiens et bien sûr donc de leurs habitats, des milieux qui leur sont associés. Voilà, des actions qui peuvent se résumer en 4 grands verbes, connaître, partager, mobiliser et sauvegarder. Jacques Pulou, vous êtes vice-président de la FRAPNA en Isère, porte-parole de l'association, spécialiste des questions de l'eau. Même question, comment a commencé votre engagement militant ? En fait, moi, je vais confesser, je suis un prédateur, je suis pêcheur. Et en 83, j'ai pris contact avec la FRAPNA à l'occasion de l'aménagement de la moyenne romanche, en fait. Puis après, j'ai participé à des manifestations sur la haute romanche, etc. Puis j'ai trouvé des gens qui n'étaient pas sectaires, qui permettaient de comprendre un peu la société dans laquelle on vivait. On vivait. Et le milieu m'a intéressé. Puis après, j'ai été un compagnon de route pendant que j'ai fait ma carrière professionnelle. Et après, je me suis engagé un peu plus dans ce domaine-là. Ouais. La FRAPNA Isère existe depuis 1972. Aujourd'hui, elle rassemble combien ? Une cinquantaine d'associations différentes. C'est ça, dans l'Isère, c'est une cinquantaine d'associations. On a aussi quelques centaines d'adhérents directs qui sont en fait un vivier pour des militants ou pour nos représentants dans les diverses commissions auxquelles nous participons. Mais en fait, on reste une fédération d'associations. Je disais, vous êtes personnellement un spécialiste de l'eau. Quel est aujourd'hui le combat qui occupe votre esprit ? Moi, mon combat, c'est quand même la morphologie des cours d'eau, qui est fortement atteinte et qui nuit d'ailleurs à la biodiversité. En fait, dans l'eau, pour faire les choses simples, il y a 2 enjeux aujourd'hui. C'est la morphologie des cours d'eau, l'hydrologie, la morphologie, l'hydromorphologie des cours d'eau, c'est-à-dire en fait ce qui coule et puis le lit dans lequel ça coule. Et puis l'autre point, c'est les pollutions, et notamment les pollutions diffuses, comme les pollutions d'origine agricole ou les pesticides. Voilà, c'est les 2 enjeux principaux dans le domaine de l'eau aujourd'hui.
On en reparlera bien sûr parce qu'on va en parler d'espace. On parlera d'espèces et d'espace. Les deux sont intimement liés. Vous le savez, toute cette semaine à Paris se sont réunis 150 experts mondiaux de la biodiversité. Le rapport qu'ils ont signé va nourrir les réflexions de 130 gouvernements sur toute la planète. Ensemble, on va donc revenir sur le constat, une biodiversité attaquée comme jamais, disent ces experts. On reviendra aussi sur les causes, essentiellement, vous le disiez, liées aux activités humaines, et donc aussi sur les leviers qu'on peut activer pour essayer d'enrayer des effets que certains décrivent déjà comme inéluctables. Est-ce que, d'ailleurs, c'est ma première question, est-ce qu'il y a une fatalité? Est-ce que ce n'est pas déjà trop tard? Non. On ne peut pas dire qu'il est trop tard, tout simplement parce qu'on a encore les moyens d'agir et de changer donc l'orientation de cette évolution. Mais par contre, il est quand même tard. Ça fait quand même 20 ans depuis les discours de notre maison qui brûle. Jacques Chirac à l'époque. Voilà, tout à fait. Qu'on est conscient, en tout cas, que les experts scientifiques accumulent les preuves de cette perte, de cette dégradation de la biodiversité. Même chose pour le climat, c'est en parallèle. On a les mêmes assurances, en fait, vraiment les mêmes informations qui sont formelles. Et le problème, c'est qu'on ne passe pas à l'action. On enregistre, et j'ai l'impression qu'on a quand même du mal à agir et à réagir de façon positive. Le patrimoine environnemental mondial est en train d'être altéré à un niveau sans précédent, disent les experts. Vous êtes d'accord? On tarde trop? Ou on réagit trop timidement? On réagit trop timidement, et puis, comme l'a dit Catherine, c'est vrai que ça commence à faire tard, quoi. Il faut absolument qu'il y ait une prise de conscience qui permette de laisser à la nature une place qui permette à l'homme de subsister, parce qu'il ne faut pas croire que l'espèce humaine est quelque chose d'extérieur à la nature, mais au contraire, c'est un élément des grands équilibres naturels, et chaque fois qu'une espèce disparaît, des impacts sont constatés dans la biodiversité, et ça peut avoir des impacts qui peuvent nous atteindre. Il ne faut pas se faire d'illusions. On en est là, et c'est ce que le message, le diagnostic que donnent les scientifiques, c'est un diagnostic c'est qu'une confirmation de ce qui est connu depuis déjà beaucoup d'années. Alors revenons précisément, Catherine Giraud. Oui, on est tout à fait, enfin l'homme est vraiment partie prenante de la nature. Tout le mal qu'il fait à la nature, il le fait contre l'humanité, contre sa survie. Enfin, en tout cas, peut-être pas contre sa survie, mais contre en tout cas les conditions actuelles et les conditions d'une vie agréable, en tout cas. Donc l'homme ne sera pas exonéré, sera impacté par ces disparitions d'espèces. C'est forcément, ce que vous me dites. Voilà, forcément. On a deux façons en fait de considérer la protection de la biodiversité. Alors un côté, on va dire éthique, moral. En effet, c'est un patrimoine. On doit le conserver, le transmettre en fait aux générations futures. Et puis le côté aussi où on se rend compte que la biodiversité apporte des services écosystémiques, la pollinisation, en effet, des milieux. La dépollution de l'air, le plancton par exemple. Exactement. Et puis voilà, une alimentation de qualité. Voilà, toutes ces choses-là sont réellement menacées pour la suite des temps si on ne réagit pas de façon positive. Alors j'aimerais qu'on revienne et qu'on s'arrête un peu sur ce constat, sur ce que vous constatez, et notamment chez nous en Isère, puisque certains scientifiques évoquent le début de la 6e extinction de masse et la première depuis l'arrivée des hommes sur Terre. Les experts disent la disparition des espèces s'accélère. Concrètement, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que vous constatez sur le terrain? Ce qu'on constate, par exemple, et ce que tout le monde peut constater, c'est par exemple la disparition des insectes. Les insectes, quand on était plus jeune, on faisait un trajet en voiture, on avait le pare-brise qui était complètement constellé d'insectes qui s'étaient écrasés sur ce pare-brise. Aujourd'hui, on n'a plus ce problème-là.
Voilà, donc ça c'est en apparence, bon, peut-être que ça peut être une gêne en moins, vécu comme une gêne en moins par certains, mais en fait ce qu'il faut voir, c'est qu'on s'attaque à un élément essentiel des écosystèmes, hein, parce que derrière les insectes, il y a toute la chaîne alimentaire qu'ils alimentent, hein, c'est-à-dire les oiseaux, les poissons, les batraciens, etc. Voilà, et puis... aussi, ils jouent un rôle de l'autre côté, sur les décomposeurs, des choses comme ça. Et donc, il y a vraiment des liens avec tous ces systèmes-là. Et ces liens, on est en train de les rompre un à un. Et c'est ça qui explique que petit à petit, il y a des touches qui disparaissent quoi, sur le piano de la diversité. Quoi. C'est poétique pour un constat qui peut être dramatique. Ça m'a échappé. Non, mais c'est très bien, et en tout cas c'est très imagé, et on comprend parfaitement bien la disparition des insectes. Effectivement, je ne m'étais pas fait la remarque, mais on en voit beaucoup moins écrasés sur les pare-brises des voitures. Oui, et en effet, si on constate une disparition massive en fait des insectes, peut-être pas de tous, hein, certaines espèces sont plus résistantes, hélas, comme le moustique par exemple, hein, ou alors des espèces invasives, en effet, comme le moustique tigre. Mais en effet, les insectes sont à la base de la chaîne alimentaire par rapport donc à des oiseaux insectivores. Donc plus de nourriture, plus d'oiseaux insectivores, plus d'oiseaux, plus de petits passereaux, en gros. Moins de passereaux, moins de rapaces, etc. Donc on a tout un équilibre en fait écologique qui est rompu par la disparition d'une partie donc de la biodiversité. Oui, je pense que là les abeilles les abeilles domestiques quoi. Hein. Apis mellifera, elles ont donné un signal d'alarme qui a été bien compris, je pense, par nos concitoyens. Mais il faut voir que beaucoup d'espèces vont disparaître dans un silence apparent. Et quand quand tout ça va remonter, et on va s'apercevoir que des dégâts ont été faits dans les chaînes alimentaires. Donc il faut tenir compte de cet avertissement de façon très, très importante. Alors vous évoquiez les insectes avec leur disparition et donc les impacts sur les oiseaux, sur les passereaux en particulier. Vous parlez maintenant de la disparition des abeilles. Là aussi, il y a un impact direct pour toute une chaîne alimentaire et, in fine, aussi pour l'homme, puisque les abeilles sont des insectes pollinisateurs. Et sans pollinisation, il n'y a plus de fruits, il n'y a plus de légumes, il n'y a plus rien. Bien sûr, mais à côté des abeilles, il y a d'autres espèces pollinisatrices. Enfin, l'abeille, il ne faut pas la voir comme quand on a sauvé l'abeille, on a tout sauvé. Au contraire, c'est un signal qui nous est donné et qu'on a intérêt d'examiner avec sérieux. Quoi. Oui, on la présente comme une sentinelle de la biodiversité. Oui, mais en effet, il y a beaucoup d'espèces pollinisatrices sauvages qui, elles, ne sont pas forcément étudiées, ou pour lesquelles on n'a pas forcément les mêmes analyses, parce que justement, on les connaît moins bien. Mais expliquez-moi, ça entraîne quoi, la disparition des insectes pollinisateurs? J'ai vu qu'on commençait à créer ou à imaginer des drones pollinisateurs. Je sais qu'en Asie, ce sont des hommes ou des femmes, plus précisément, qui vont polliniser les cerisiers. On a des services gratuits, en fait, par la biodiversité, des services de la nature. Quel serait notre intérêt, en fait, d'aller chercher un système sans ces services gratuits, sans la nature, d'aller chercher quelque chose de plus compliqué qu'il faudrait... alors qu'on a déjà un équilibre dans la nature, on a tout un système qui fonctionne avec des adaptations, en fait, parce qu'il n'y a pas un équilibre figé de la nature. La nature, elle est évolutive. Mais en effet, dans ces évolutions, elle s'équilibre, elle contrebalance. Et c'est là qu'il faut, en effet, intervenir le moins possible et surtout respecter cet équilibre de la biodiversité. Alors en Isère, la Ligue de protection des oiseaux, il y a quelques années, enfin il y a quelques semaines, a évoqué la disparition des oiseaux. Vous en parliez. Depuis 2001, une baisse de presque 16% du nombre d'oiseaux communs dans notre agglomération grenobloise. Oui. Alors, les principales espèces qui sont victimes de déclin, c'est donc essentiellement les espèces des milieux agricoles et des milieux bâtis. Donc, en milieu agricole, ça s'explique parce qu'en fait, les milieux agricoles ont fortement évolué depuis
depuis en gros les années 60, hein, et plus particulièrement quand même à partir de la fin du XXe siècle, avec essentiellement déjà une perte des milieux agricoles, donc une disparition au profit de l'urbanisation, au profit des infrastructures de transport, etc. Et également, elles ont subi une dégradation de la qualité des milieux qui étaient autrefois des milieux qu'on appelle un peu en mosaïque, avec des bocages, par prairies, exemple. des bocages, des haies, une mare, qui correspondaient en fait à une forme d'agriculture un peu traditionnelle, de polyculture-élevage, qui rassemblait donc des milieux très très variés et qui offrait forcément beaucoup de possibilités à la faune pour être présente et pour donc contribuer à l'équilibre des milieux. On est passé à des secteurs de monoculture de céréales. Avec le remembrement, on a supprimé les haies qui ne servaient plus à l'élevage, monoculture de maïs avec irrigation. Donc on est passé à des milieux très inhospitaliers qui sont donc devenus un peu des déserts pour la faune. Donc les oiseaux vont voir plus loin. Ça, c'est pour les espaces agricoles et les espaces bâtis, les espaces urbanisés. Voilà, les espaces urbanisés, ce sont nos villes avec des ravalements, avec donc des ravalements de façades pour lesquels les nids d'hirondelles, par exemple, sont gênants. Donc, oui, on ne voit plus de nids d'hirondelles sur les façades, c'est terminé ça. Hein. Alors, il y en a, mais en effet, c'est pas toujours. Il faut beaucoup expliquer que l'hirondelle, même si elle apporte quelques désagréments, comme par exemple quelques fientes sur le pas de la porte, elle apporte aussi le plaisir. Et encore, c'est une espèce qui a un beau capital de sympathie, quand même, on peut dire. Hein. L'hirondelle fait le printemps. Donc, c'est en effet une lutte permanente pour que la biodiversité ait la place dans la ville. On travaille beaucoup, en effet, donc, sur la biodiversité et le bâti pour permettre aux aménageurs, aux entreprises donc, de construction, par exemple, pour qu'elles soient conscientes, en fait, de l'importance de la biodiversité et surtout des possibilités que la ville offre encore, malgré tout, pour l'accueil de cette biodiversité. Ce week-end, ce samedi précisément, à Grenoble, vous accueillez votre président national de la LPO, hein, Alain Bougrain-Dubourg, qui vient inaugurer un 500e nichoir dans Grenoble. Alors des nichoirs, il y en a, vous l'avez dit, pour les hirondelles, pour les mésanges et même pour les chauves-souris. Oui, donc le projet est issu du projet de budget participatif de la ville de Grenoble. Et 2 habitants donc, d'un quartier de l'île Verte ont suggéré la pose de nichoirs pour lutter contre le moustique tigre, qui est donc très, très envahissant. Donc un projet de lutte biologique, en fait. Donc créer une pression de prédation sur une espèce indésirable. Voilà le principe. Parce qu'on rappelle que la chauve-souris est le pire des prédateurs pour les moustiques. Exactement. Comme la mésange et l'hirondelle donc, auront une pression en journée, la chauve-souris, elle, permettra en effet de lutter, donc de réduire la présence du moustique tigre en période nocturne. J'ai lu un chiffre, je crois qu'une chauve-souris mange jusqu'à 200 moustiques par nuit, c'est ça ? Oui. Ah oui. Ah oui, bon, donc effectivement, à une époque où on parle beaucoup de moustiques tigres, vous avez compris, il faut installer un nichoir à chauve-souris sur la façade ou derrière les volets. Hein, alors, c'est assez facile à faire gîtes, en plus. Voilà, hein. Ce sont des gîtes donc, pour que les chauves-souris se réfugient donc, dans la journée et qu'elles puissent donc, être à proximité des secteurs où leur présence est tout à fait... Souhaité pour combattre les insectes, des nichoirs très très faciles à faire. Sur Internet, vous trouvez des tutos, c'est très très simple et ça peut être utile. En Isère, il y a eu beaucoup d'initiatives pour tenter de limiter les accidents, pour lutter par exemple contre les pièges naturels pour les oiseaux. Oui, on a également donc, des actions qui sont faites sur certaines communes, dans le cadre parfois des contrats verts et bleus, qui sont des actions portées par des communautés de communes ou par des collectivités. Et on a donc une personne, une salariée, qui a, sur une commune, fait des actions, des sorties de reconnaissance des éléments qui sont des pièges pour la faune, que ce soit des tubes de panneaux, de poteaux, voilà, et qui piègent la faune, en effet,
Les animaux tombent dedans et n'arrivent plus à sortir, en gros, oui, c'est ça. Hein. Depuis très longtemps, on est conscient, par exemple, de ce piège que représentaient les poteaux PTT, les poteaux métalliques creux, hein, dans lesquels on a retrouvé de nombreux cadavres de mésanges, de petites chouettes également, et qui étaient vraiment des pièges. Donc cette neutralisation, ça permet déjà aux gens de comprendre quelles sont les actions que chacun peut mener pour la protection de la biodiversité dans sa vie quotidienne. Oui, ce sont des petits gestes du quotidien hein, qu'il faut réapprendre. Hein. On voit par exemple des images de crapauducs pour éviter les écrasements de crapauds sur les routes. Oui, mais je pense que ces petits gestes-là, c'est des gestes qui sont importants en soi, mais qui participent de la prise de conscience qui est nécessaire pour aboutir à garder la biodiversité près de nous et à la garder dans son intégrité. Je pense que c'est des petits gestes. Alors bien sûr, on pourra toujours dire, voilà, c'est 4 crapauds qui sont passés, etc. Mais en fait, c'est très important parce que ça permet justement que les gens comprennent des questions qui sont en fait, quand on y creuse un peu, assez complexes à saisir. Et donc ça permet d'appréhender. Et quand l'opinion publique commence à prendre en compte ces choses-là, les élus, les décideurs sont obligés de faire avec. Et on voit en particulier là des enfants qui agissent. Hein. Oui, et c'est le département qui soutient cette action depuis de nombreuses années. Donc, puisqu'on agit sur plusieurs sites avant que... donc, en fait, là, c'est des chantiers donc, de pose de filets et de récupération ensuite des amphibiens qui traversent la route, donc en migration nuptiale pour aller pondre dans les étangs, dans les mares. Et quand c'est possible, notamment à l'occasion de travaux routiers, à ce moment-là, on peut créer des passages à petite faune, donc qui sont souterrains et qui permettent une protection du coup pérenne des populations. Un autre exemple, alors ça se multiplie. D'ailleurs, je crois que la LPO est à la manœuvre sur cette affaire. Les écuroducs. Pareil, c'est aussi au niveau citoyen que cette opération a démarré, avec donc une enquête participative qu'on avait. Une enquête participative donc qu'on a proposée dans le cadre donc du contrat vert et bleu. À quoi ça sert ? Expliquez-moi à quoi ça sert. Un écuroduc, j'imagine, mais alors là, on ne le voit pas très bien sur les images. On est assez sain, je crois. Oui, c'est donc une corde qui est tendue entre 2 arbres au-dessus d'une route sur laquelle ont été repérés donc des écrasements d'écureuils. Voilà, donc ça permet en effet qu'ils puissent traverser et ça rétablit en fait les corridors biologiques pour ces espèces, donc dans le cadre de la trame verte et bleue sur laquelle on agit. Jacques Pelloux. Oui, pour compléter, là on voit ces choses qui peuvent paraître symboliques, comme je le disais tout à l'heure. En fait, ça répond aussi à l'enjeu de préserver la biodiversité dans le cadre d'un changement climatique qui est maintenant bel et bien devant nous. Et le fait que des espèces redeviennent mobiles et permettent de passer d'un lieu hospitalier, par exemple pour les espèces qui sont très sensibles à la température, le fait de pouvoir évoluer vers des endroits où elles pourront bénéficier encore de températures acceptables par elles, c'est un gage aussi de maintien de la biodiversité. Il ne faut pas... Les deux termes biodiversité et changement climatique, en fait, ils sont intimement liés. On le voit à travers des petites choses qui sont symboliques, mais quand on parle à des corridors écologiques, là, on est quand même dans une dimension qui est à l'échelle de nos grandes métropoles et qui est... de notre territoire. Puisqu'en fait, ces actions-là sont menées sur quand même les grands fuseaux des corridors biologiques sur lesquels, qui ont été identifiés dans les SCOT notamment. Cette notion de corridor biologique, il faut l'expliquer. Effectivement, les animaux en particulier ne sont pas fixes à un endroit. Ils bougent en particulier la nuit. D'ailleurs, des passages de faune sauvage sont maintenant de plus en plus fréquents sur la construction de grands ouvrages. Je pense à la construction d'autoroutes. Les autoroutes qui créent des ruptures dans ces corridors. On essaie de compenser cela. Oui, bien sûr. Je crois qu'on a un exemple à la Buisse, je crois. Oui. Les exemples se multiplient sur ce genre. Mais le problème, c'est de pouvoir les maintenir dans la distance. Parce qu'aujourd'hui,
créer un corridor, notamment ce qui a été fait dans le cadre du schéma du CSRCE, enfin bon, c'est une abréviation, c'est des choses qu'il faut maintenir sur la durée. C'est pas simplement un engagement, c'est un engagement sur la distance. Et ça va être, c'est quand même des enjeux que nous, la FRAPDA, enfin, puis d'autres évidemment, défendons. Vous parlez du coup, dans un jargon un peu technique, d'aménagement du territoire, de schéma d'aménagement du territoire. Est-ce que les élus ont tous pris la mesure de l'enjeu? Ou est-ce que cette notion de respect de la biodiversité, de défense de la biodiversité, elle passe pas parfois au second plan? Je pense que les élus ont quand même compris l'urgence de ces actions. Il y a une prise de conscience qui est réelle. Après, c'est pas non plus une façon, enfin, c'est pas toujours facile, en effet. Il y a des tas d'urgences aussi. C'est vrai, il y a des urgences sociales, il y a des urgences... mais cette urgence environnementale, elle n'est peut-être pas encore assez prioritaire. Elle est présente, mais elle n'est pas encore assez prioritaire. Le diagnostic, il est certainement... il commence à être partagé, on le sent bien. Mais entre sur le terrain, après pour l'inscrire dans les faits, on sent bien que c'est compliqué parce qu'il y a toute une façon de penser qui sont remises en cause, effectivement, dès qu'on intègre cette dimension-là. Alors, on va en reparler dans un instant, mais puisqu'on évoquait les actions du quotidien, je ne voulais pas oublier de citer un équipement assez exceptionnel tout près de Grenoble, c'est au saillant du Hauga, je crois, c'est le Ticodrome, le centre de sauvegarde de la faune sauvage. C'est une sorte d'hôpital pour animaux blessés. On va en voir quelques images. Vous avez été à l'initiative, une de celles qui était à l'initiative de ce Ticodrome. Oui, parce que c'est en effet une structure qui accueille donc les animaux en détresse, la faune sauvage. Plus de 2000 sauvage. Par an. La faune sauvage en détresse. La LPO, au niveau national, a plusieurs centres en effet de récupération pour la sauvegarde des oiseaux et des mammifères. Mais ce que représente un centre de sauvegarde, c'est en effet une action sur des individus. Il est important, alors bien sûr c'est fondamental, ne serait-ce qu'au niveau éthique, voilà, de pouvoir prendre en charge et faire tout ce qui est possible pour sauver un individu. Et puis surtout s'il s'agit en effet d'espèces patrimoniales. Le Ticodrome accueille l'élevage de rapaces qui sont menacés, sur lesquels donc, on travaille en plaine de Bièvre. Et lorsque les nichés sont très menacés et qu'on ne peut pas les conserver in situ, c'est le Ticodrome qui assure l'élevage des jeunes avant leur remise en liberté dans les milieux naturels. Mais ce qui est important, c'est en effet de prévenir tous les dommages que subissent ces animaux, c'est-à-dire que ce soit par méconnaissance, tout simplement, comme le ramassage des petites chouettes. Lorsqu'elles sont à terre, il suffit parfois de les remettre sur une branche pour que les parents s'en occupent. Elles ne sont pas abandonnées, mais c'est également les infrastructures électriques, les lignes à haute tension qui sont des dangers pour la vie faune. Ce sont les parois vitrées ou bien les immeubles modernes avec les vitres réfléchissantes qui sont extrêmement dangereuses et contre lesquelles les oiseaux percutent. Donc voilà. Mais il est important en effet d'agir en amont des dangers. Ce serait quand même éviter... parce que éviter les dangers... bien sûr que l'un n'empêche pas l'autre. Oui, sauver un individu n'empêche pas d'anticiper... pour sauver l'espèce. Pour sauver l'espèce, évidemment. Est-ce que l'opinion publique n'a pas tendance à s'émouvoir davantage pour la disparition des éléphants, des ours blancs, plutôt que celle des vers de terre ou des micro-organismes? C'est sûr que la cause des vers de terre est plus difficile à défendre. Bien sûr, mais je pense et pourtant, oui, dans nos régions, par exemple, les vers de terre et l'état des sols, c'est un point crucial. Et là, on retrouve encore une liaison avec le changement climatique, puisqu'on sait que le sol est un piège à carbone important, pourvu qu'il soit géré en tenant compte justement de ce service systémique que rend le voilà, on retrouve les sol, services. Bien sûr. Et en même temps, en lien avec la dégradation des milieux naturels, des éléments du paysage, que ce soit les haies, les prairies, les mosaïques de milieux, qui permettaient que le sol soit vivant.
On parle de biodiversité, j'aimerais qu'on évoque une question qui est récurrente dans nos massifs, c'est le retour du loup et la gestion du loup, que certains disent impossible de voir cohabiter avec l'élevage, avec les troupeaux, notamment dans les alpages. On doit arriver aujourd'hui à 500 prédateurs, 500 canidés en France. Le président de la République a promis de remonter le quota d'abattage de 43 à 51. Comment est-ce que vous vous positionnez dans ce débat ? On sait que c'est souvent assez peu nuancé, ce genre de débat. J'aimerais avoir votre avis. Pour nous, le loup, maintenant, il fait partie de l'écosystème. Maintenant, on n'est pas certain pour dire que les tirs d'abattage soient la solution. Et en tout cas, la position, c'est plutôt sans s'y opposer. C'est sans doute pas une très bonne pédagogie qui est annoncée, quoi. Par contre, je pense que le loup, ça peut être un élément qui pourrait être, par exemple, d'expression de la solidarité entre les urbains et les ruraux, par exemple. Comme il y a des aides qui sont données aux bergers pour se prémunir contre les attaques du loup, ça pourrait être aussi une participation des urbains. Moi, ça me paraîtrait pas quelque chose de déraisonnable, quoi, dans cette chose-là, quoi. Le loup est revenu quand même parce que globalement, les grands ongulés, qui avaient donc beaucoup disparu, ont repris, les populations de grands ongulés ont vraiment, sont vraiment développées. Donc le loup, il est revenu d'Italie, il est revenu naturellement donc, depuis l'Italie. Grâce à cette population de faune sauvage, cette faune sauvage qui était disponible. Donc, au niveau de la population des grands ongulés, les populations sont vraiment en bon état, que ce soit les cerfs, chamois, chevreuils, voilà. On sait que les populations vont bien. Il y a une pression de chasse qui est permanente, voire en augmentation. Donc, c'est pas un problème par rapport à la faune sauvage. Mais par rapport à la faune domestique, c'est vrai que le loup est opportuniste. Donc, s'il rencontre un troupeau qui est mal protégé, c'est clair qu'il va taper dedans. Et comme les attitudes de la faune domestique, des moutons, lorsqu'ils ont une attaque, vont contrairement à la faune sauvage qui se disperse, les moutons vont plutôt avoir tendance à se regrouper. On peut avoir en effet de nombreuses bêtes tuées ou en tout cas vraiment blessées et des dégâts importants pour une ou deux bêtes en fait consommées seulement. Et comment on répond ? Ma question c'est comment est-ce qu'on répond ? Est-ce que cette cohabitation, cette richesse de biodiversité, elle est conciliable avec l'activité humaine ? Les habitudes, elles ont été perdues. C'est clair que le système d'élevage ovin, notamment dans les Alpes françaises, avait complètement oublié la présence du loup et puis les techniques de protection. Donc, il faut réapprendre, en effet, avec la protection par les chiens, les patous. Il faut réapprendre à garder. Les troupeaux étaient souvent laissés en liberté dans les montagnes. Il faut apprendre donc à avoir une présence permanente auprès des troupeaux. Et quand toutes les mesures de protection sont mises en place, on constate quand même que les attaques sont beaucoup moins nombreuses. Et même si ça ne les réduit pas à 100%, elles sont quand même donc limitées et surtout limitées dans les dégâts. C'est-à-dire qu'on aura beaucoup moins de bêtes blessées ou tuées. Je voudrais intervenir sur un sujet sur lequel je ne suis pas spécialiste, mais vu de l'extérieur, je trouve quand même tous les décideurs et les élus, il ferait bien de prendre compte que c'est la cohabitation avec le loup, c'est un fait, et rien ne pourra le revenir en arrière. Et donc, à notre sens, il vaut mieux essayer de gérer ça sur la distance et d'arriver à une solution qui soit acceptable par tous. Vous croyez qu'on ne peut pas revenir en arrière ? 500 loups, c'est facile à abattre. Voilà. On peut très bien éradiquer le loup comme on l'a fait il y a quelques décennies. Alors si on éradique le loup, ça sera par le poison, c'est-à-dire que c'est des dégâts sur toute la faune sauvage. Donc là, c'est en effet une solution qui serait la pire. Le loup, je pense c'est un animal qui est intelligent, qui est très adaptable. Il vaut mieux apprendre à faire avec que s'épuiser contre.
Voilà, c'est pas facile, je pense, notamment pour les petits éleveurs, dont les troupeaux sont dehors très souvent et pour lesquels il y a peut-être moins de facilité par rapport au gardiennage ou à la présence de patous. Donc vous me dites que la cohabitation est inévitable, il faut réapprendre les réflexes d'hier. Il faut réapprendre à vivre avec, en tout cas. On évoquait tout à l'heure les espaces, les attaques sur les espaces et donc les conséquences sur les espèces. On évoquait notamment le changement d'utilisation des terres. Vous avez développé l'agriculture en particulier. On peut parler de l'urbanisation, de l'infrastructure, et également la surexploitation de ces terres qui est une cause de la raréfaction de la biodiversité, non ? Oui. Enfin, le fait qu'on ait des agricultures, enfin pour parler d'agriculture, une agriculture intensive, c'est sûr que ça contribue à cette raréfaction. Dans les milieux qui sont des milieux d'agriculture intensive, que d'ailleurs on ne connaît pas forcément au point où on connaisse d'autres régions, mais c'est sûr que la biodiversité elle est réduite pratiquement à zéro, où il y a quelques espèces. Mais on arrive quand même sur des secteurs de plaine. Nous, par exemple, on suit depuis 30 ans une espèce donc, de rapace qui niche, une rapace migrateur qui niche donc, dans les cultures, suite d'ailleurs à la disparition des milieux naturels, que ce soit les friches, les landes, les marais. Et cette population qui était environ de 60 couples dans les années, fin des années 90, on est actuellement, malgré la protection et le suivi qu'on apporte donc tous les ans, on est quand même descendu à une vingtaine de couples. Vous évoquez les marais, Jacques Puloux, les mares. On voit réapparaître l'importance des mares. Pourtant, on a asséché des dizaines de marais ces dernières années. Oui, c'est le paradoxe, c'est comme les haies, quoi. C'est-à-dire qu'on a fait disparaître un certain nombre je dirais d'infrastructures naturelles, en risquant le terme, d'éléments naturels qui, effectivement, aujourd'hui, on commence à retrouver, si j'en élargis aux zones humides, on voit que c'est des milieux qui sont au contraire reconnus aujourd'hui comme étant névralgiques pour la gestion de l'eau. Il ne faut pas oublier que les plus grandes réserves d'eau, c'est les nappes aquifères. Et les nappes aquifères, elles sont en contact avec des zones humides et que c'est ça que sont les vraies réserves que d'aucuns souhaitent faire comme réserve artificielle. En fait, on les a dans les nappes et elles sont là, toutes proches. Il suffit qu'on les garde en quantité et en qualité. Ces fameuses zones humides, et j'aimerais qu'on termine avec cette question d'actualité très, très iséroise, c'est celles qui sont menacées, selon vous, par le projet de Center Parcs à Roibon. Oui, il y a à peu près un peu plus de 150 hectares de zones humides. Alors, voilà, donc c'est une des raisons qui nous font douter de l'opportunité de construire cet ensemble à cet endroit-là. Mais en fait, il n'y a pas que les zones humides, puisqu'on sait que les secteurs, donc c'est les secteurs de la Galore et de l'Herbasse, c'est des secteurs qui connaissent des sécheresses à répétition. Cette année également, on est mal parti, je dirais, puisqu'on est déjà en vigilance sur tout le département. Construire une ville ex nihilo de 6000 habitants, c'est-à-dire qui va doubler le nombre d'habitants en tête de bassin de cours d'eau et de nappes qui sont en déficit de 40% pour la Galore, par exemple. C'est-à-dire que les besoins, actuellement, les extractions, l'utilisation de l'eau, les volumes utilisés dépassent de 40% les possibilités. C'est peut-être pas la meilleure idée qui soit. Mais le promoteur s'engage à compenser. Et bien souvent, dans ces projets, il y a des compensations qui sont négociées. Oui, alors je vais peut-être écarter parce que là on entrerait dans l'affaire est actuellement délibérée. Élargissons sur les grands projets d'aménagement qui sont compensés. Il y a une doctrine qui a été remise au goût du jour, mais qui existait déjà dans la loi de protection de la nature de 1976, qui s'appelle éviter, réduire et compenser, selon laquelle, quand on souhaite faire un projet, on essaye d'abord de faire en sorte que ce projet fasse le moins d'impact possible, c'est la séquence, c'est le point évité.
Puis ensuite, s'il y a des impacts résiduels, on essaye de les réduire au maximum. Et si on n'arrive pas à tout réduire, eh bien on compense. Le problème aujourd'hui, c'est que souvent, on va directement à compenser et que en fait, l'environnement apparaît d'entrée au chef de projet comme un coût. C'est-à-dire, ben voilà, il a un budget. Mettons 10% du volume du budget pour faire, eh bien, il va faire de la compensation sans chercher à éviter, à réduire. Ouais, par exemple, dans le projet de Center Parc, les zones qui ont été... le responsable de projet a recherché des zones, mais en fait, finalement, c'est probablement la propriété, la maîtrise du foncier qui a emporté la chose. Tout le monde est d'accord finalement sur le constat, hein, sur cette menace sur la biodiversité, mais le changement de culture, le changement de paradigme culturel, il est quand même pas encore tout à fait là. Hein. Oui, je pense que c'est... En fait, là, on est au cœur de la question, quoi. La question, c'est pas les experts qui vont le remettre en cause, c'est pas le diagnostic qu'on peut faire qui est partagé, on l'a vu, mais c'est en fait le fait que dans chaque porteur de projet, est-ce qu'il va considérer l'environnement comme étant un point fort à considérer d'entrée avant même de penser ou poser son projet, ou est-ce qu'il va s'en préoccuper uniquement comme une contrainte qu'il va falloir compenser au bout du compte. Catherine Giraud, vous avez bon espoir quand même sur ce changement culturel ? Je pense qu'il va falloir encore beaucoup travailler pour y arriver, mais je voudrais vraiment revenir sur l'évitement. C'est vrai qu'on est encore dans une société où on aménage, et je pense qu'il faut vraiment arriver à un zéro artificialisation. Ça, c'est clair, de façon vraiment... Je pense qu'il y a des tas de possibilités encore. Par exemple, il y a des zones d'activité qui sont à l'abandon, mais le réaménagement, donc la démolition, le réaménagement coûterait beaucoup plus cher, en effet, qu'une terre agricole qui est peu valorisée et qui est donc préférée par les investisseurs. Encore un peu de chemin à parcourir. Merci beaucoup Catherine Giraud, Jacques Pilou, merci d'avoir été avec nous. On se retrouve sur Internet, sur les réseaux sociaux dans un instant pour le bonus du Récap Info. Merci à tous de votre fidélité. À très vite sur Télé Grenoble.